D'habitude, quand je commence un Garage Talks, c'est toujours buvez au lit avec le code Clippy pour 10% de réduction. Bref, salam alek, Garage Talks. Là, j'ai rien. À chaque Garage Talks, en fait, je pré-shot mes intros parce que je sais que j'ai peu de temps pour les écrire. Et même si maintenant on les a décalés à mardi 16h, ça veut quand même dire que genre je me laisse qu'une matinée pour écrire. Donc j'essaye de pré-shot des trucs et j'écris des petits machins tout au long du week-end, tu vois. Mais là, j'ai rien qui marche en fait parce que j'avais des trucs en cas de victoire de Max, oui, mais le sous-entendu était que les deux McLaren galopaient derrière, donc ça marche pas. J'avais des trucs en cas de rebond de Piastri. Bah voilà, pourquoi pas traîner parce que j'ai pas d'intro. Sans plus de salam alek, bienvenue dans Garage Talks. C'était un super week-end si vous êtes un hater McLaren ou si vous vouliez voir les choses bouger au championnat du monde. C'était aussi un chouette week-end pour moi, le cheminot du train comeback Verstappen, depuis Zandvoort, on y est. Un train qui a fusionné avec les espoirs de titre début 2025, donc si vous aviez déjà un billet première classe à l'époque, vous pouvez monter dans la première classe de celui-là, y a pas de problème. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça fait un peu moins de sens parce que je sais que vous êtes beaucoup à arriver. On a presque dépassé mon ancien employeur. Faut spammer les abonnements. Abonne le compte à ta daronne, je veux rien savoir. Ouais, c'est Clippy du montage. Entre le moment où Clippy face caméra a dit ça et le moment où je monte ça, on a enfin dépassé la DGFIP. Vous êtes des bons. Mais bref, si vous êtes là depuis un petit bout de temps, vous le savez, sinon vous le savez pas, ça fait plusieurs semaines maintenant, à peu près depuis Zandvoort, que à chaque fois je donne des scénars à juste titre considérés par tous foireux, où je suis en mode non, mais vous comprenez pas, si Verstappen gagne toutes les courses et que Piastri finit en moyenne, à Zandvoort c'était drôle parce qu'il avait 100 points de retard. Aujourd'hui il en a 2 fois moins, donc ça rigole un petit peu moins, c'est un petit peu plus doucement. Le rire il est un peu jauni, brosse-toi les dents. On l'avait dit au dernier Garage Talk, je crois, ou à celui d'avant, je ne sais plus, Singapour c'était le test à l'acide. Et ils l'ont passé. Soit la Red Bull avait un tout petit peu plus de mal, mais on sait, sauf si on a un connard sur Twitter qui a jamais rien analysé de sa vie et qui pense pouvoir faire la leçon à tout le monde parce que j'ai fait du karting il y a 12 ans. On sait que la position sur la piste est tellement putain de puissante maintenant que même avec une caisse qui a un delta de perf, on va dire défavorable, tu peux retenir la meilleure voiture de la grille ou une des meilleures voitures de la grille derrière toi. L'air sale est actuellement peut-être même pire qu'il l'a été en 2018-19. On a eu un exemple flagrant ce week-end avec Leclerc. Et oui, je parle de sa masterclass maintenant parce que j'ai nulle part d'autre où le faire. Je voulais faire une section entière pour parler du rebond Ferrari, mais j'attends de voir 2 ou 3 courses pour parler de réel rebond. Bon, sa masterclass en début de course, moi je vais l'étudier toute ma vie, on va essayer d'intégrer des choses à mon pilotage médiocre, rejoignez-nous sur Twitch. Mais non seulement Boog a fait durer des softs tarpellons, mais en plus il a tenu en respect une bagnole dont le delta de performance était nettement défavorable à sa Ferrari. C'est une phrase compliquée pour dire que derrière il y avait une voiture plus rapide quoi. Alors ça a bien ralenti Norris, ça a aidé Max de fou parce que si tu regardes bien, après les pit stops, et une fois que Leclerc était passé, Lando était pas guère plus rapide que Verstappen. Soit les deux pilotes géraient en même temps, soit, et j'ai peut-être plus envie de mettre une pièce là-dessus, la Red Bull était sur un pied d'égalité avec la McLaren ce week-end. Et ce qu'a fait la diff, du coup, c'est le pilotage de l'autre furieux, là. Bon, si fort soit-il, par contre, faudrait qu'il arrête de se foutre de notre gueule à la radio, genre, chouiner après le move de Russell au sprint. Je comprends d'où ça vient, en vrai, parce que on a eu des clarifications depuis. Le rule 7, les guidelines ont été légèrement altérés pour éviter que... Parce que c'était un vrai problème, du coup, les 2 dernières saisons, là, les dives à la con où tu laisses pas la place. Les stewards sont un petit peu moins enclins à laisser pisser, un petit peu. C'est quand même... Ça reste la FIA, quoi. Et je pense que, vu qu'il y a eu des clarifications, vu qu'il y a eu tout ça, tu vois, il se dit qu'il est dans son droit de gueuler. Et il l'est peut-être. Par contre, moi, ça me casse ses couilles, parce qu'après, moi, quand je me fade des tweets pour trouver des images de fans prises là-bas et donc pas claimées par la FOM, eh ben, je me tape tweet sur tweet des mêmes connards et connasses. On est dans l'équité ici. Ah bah dis donc, l'hôpital là s'est arrêté. En anglais, en italien, en allemand, même en japonais, mon feed il est vraiment multiculturel. Je parle pas toutes ces langues, j'appuie sur traduire tweet. Puis bon, moi-même d'un point de vue personnel, je veux dire, j'ai jamais entendu Lance Armstrong faire Contador il prend plus de PO que moi. C'est peut-être un poil abusé parce que je compare des moves sur la piste borderline mais dans la légalité avec 2 mecs qui ont eux globalement oui ils ont triché. Mais après si l'UCI laisse faire. Bref, pour en revenir à Red Bull, ils ont vraiment corrigé le tir. J'ai pas envie de tout donner à Mekies non plus, mais je vais tout donner à Mekies parce que je suis français et que ça fait plaisir. Mais depuis que Mekies est là, l'approche elle a été recalibrée. On est passé de ce que disent les data, les données, le data mining. Regarde, j'ai pris une photo avec ma Game Boy caméra des pneumatiques. Là, on est beaucoup plus calibré, beaucoup plus nuancé sur ce que ressentent les pilotes. Et c'est quelque chose qui semble bien marcher parce que même du côté de Yuki, on a pu voir sur les 4 derniers week-ends, Yuki a marqué 2 fois des points. Alors qu'il était en traversée du désert entre Monaco et Zandvoort. Mais là, honnêtement, si sa confiance est revenue, c'est la confiance qu'il avait perdue littéralement genre après Imola, quoi, on n'est pas à l'abri de le revoir régulièrement se remettre dans les points.
Bon, faut dire que voilà, le deuxième siège Red Bull, ça a toujours été compliqué, quoi. Mais c'est normal, la voiture est faite pour Max, c'est bien. Tout ça pour dire que la Red Bull est plus aussi handicapée qu'avant. Et là où au plus bas de la saison, elle avait l'air d'être la 4e meilleure voiture, et depuis que Max lui a enlevé ses petits graviers à Zandvoort, triggerant un arc d'ennemis à amant, soudainement, ça marche beaucoup mieux. Elle a été, depuis Zandvoort, au pire des cas, la 2e meilleure voiture sur un week-end. Le rebond, là, c'est du Dennis Rodman, c'est merveilleux. Du coup, quand Norris dit qu'il pense qu'il aurait pas pu passer Max ce week-end, même sans la perte de temps avec ça, vous pouvez lui chier dessus tant que vous voulez, hein. Je suis d'accord avec lui. Même s'il avait été derrière pour 1 ou 2 secondes, même s'il y avait eu moyen de mettre la pression, ça se voit qu'avec ce qui est devenu cette génération de voitures, ça peut plus doubler, l'air sale et intolérable. Alors que pourtant, ça a été calibré pour que ça le soit pas. Ah, c'est un règlement, on va pouvoir doubler, qu'ils nous ont dit. Que oui, avoir la meilleure voiture, ça suffit plus. De toute façon, en Formule 1, ça a toujours été ça, hein. C'est pas le meilleur pilote, c'est pas la meilleure voiture. Quand on parle de performance pure, c'est la somme des deux. S'il passait pas une féfé sur des softs rincés, il passait pas Max à pneu égal, hein. Parce que non seulement Max pilote à un niveau qui est interstellaire, chose qui est uniquement remise en question par les cons et les trolls maintenant, on vous voit, c'est bien. Mais en plus, la voiture est de plus en plus roulable et elle semble avoir plus de perf. Et là, Verstappen, après Austin, il a carrément changé de discours, hein. Là où depuis Zandvoort, c'est on va y aller course après course, un pas à la fois, un coup à la fois, un round à la fois. Après le champagne à quota, là, il le sent. Il est dans la course au titre. 40 points. 5 courses. Et il y a que le Qatar qui m'inquiète réellement. L'avantage de conservation des pneus McLaren, il avait l'air un peu gommé à quota. Je me demande si c'est parce que Red Bull a fait des progrès de ce côté-là, ou si parce que la gamme Pirelli était un peu moins merdique, et que du coup, l'avantage était moins marqué. Surtout en entendant comment Max était content du train arrière à quota, parce qu'il était planté, et que du coup, il pouvait mettre plus d'angle à l'avant, conserver la même balance, et du coup, tirer plus de perf, parce que, à perf égale, une voiture survireuse est plus rapide qu'une voiture sous-vireuse. On parle de perf égale et absolue, on ne parle pas de confort du pilote, et trop souvent quand je dis ça, il y a des gens qui me font « Ah mais oui, mais c'est pas conduisible !» C'est vrai, mais je parle pas de ça là. En termes de data, tu mets les mêmes perfs, t'en mets une sous-vireuse et une survireuse, je te garantis la survireuse au plus vite. J'aimerais aussi rappeler que quota c'est une piste très bosselée, où il faut donc augmenter la garde au sol, ce que Red Bull aime pas faire, ce que Red Bull a fait, et on en reparle de son tour qualif ou pas. En fait, l'avantage qualif, il est tellement puissant cette saison que s'il est dans la poche d'un constructeur, c'est beaucoup plus facile de gérer la course. Ça a toujours été un peu comme ça, mais depuis, vraiment, hein, depuis qu'on se fait casser le cul par l'air sale, donc depuis... Ça commence réellement en 2009, mais c'est intolérable, imbouffable à partir de 2014-2015. Encore que à l'époque, on était sur un nouveau règlement, donc il y avait des deltas de performance tellement larges que c'était un peu gommé. Mais là, vous vous rendez pas compte, hein. Si l'avantage est dans la poche Red Bull, 40 points en 5 courses, si Piastri a un seul autre week-end sans, que Norris finit une fois hors du podium, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut tout changer. Et chez Red Bull, on a fait une petite spécialité de combler des gros gaps en fin de saison. Vettel en 2010, Vettel en 2012. Et Max y revient de 100 points de déficit depuis Zandvoort. Ce que je veux dire, c'est qu'en 5 courses, il a comblé plus de 60 points. Là, il lui reste 40 points à combler en 5 courses. S'il gagne tout et que Piastri fait en moyenne moins bien que P3 et Norris moins bien que P2, bah, il n'y a plus de blague là. Oh là 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 là, let them race! Laissez-les courir! S'il te plaît, Zach! Crie l'internet mondial, laisse-les courir! Et Zach, plein de ce charme de tonton Rasselard à la table, tu sais, celui qui va au récital d'un de ses gosses, mais pas au match de foot de l'autre, nous répond alors, ils ont le droit de courir depuis le début! Intéressant d'entendre ça quand en Autriche on a instruit Oscar que ça passe plus après son blocage de roue quand il a essayé de doubler Norris. Ce qui a beaucoup calmé le pilote australien. Même chose en Hongrie où on lui rappelle subtilement que ce n'est pas comme ça qu'on court chez McLaren. Je vous laisserai écouter les team radio de l'autre côté bien sûr, hein, parce que je peux pas les diffuser. On se permet quelques images par-ci par-là, on a cramé le quota avec la section d'avant. McLafer, putain, c'est... Oh, le lapsus est révélateur! McLaren, ils interfèrent tellement pas avec leur pilote qu'un slow stop est une raison suffisante pour demander au pilote qui est maintenant devant de laisser passer celui qui a été emmerdé au stand. Et t'as le droit de courir après, hein! Après, une fois que t'as laissé repasser Lando, vous avez le droit de vous fight.
Tu sais, faut être sur la piste, ce qui est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de l'air sale et au bout de 5 tours, je vais te demander de drop back pour préserver tes pneus. Free to race. Mais en Australie, quand tu as une condition qui est un peu incertaine, là, c'est un peu humide et c'est un peu sec, on leur demande, non, attendez, on va mettre pause pendant 3 tours parce que c'est dangereux. Donc en gros, là où il y a des opportunités, t'es pas free to race. Moi, j'ai pas tellement de problème avec le fait qu'il y a un team order établi, j'ai pas de problème quand on dit à un pilote, laisse passer, non, ne bouge pas, on maintient position. Ça, je comprends que ça fait partie de la Formule 1. Moderne, on va dire. Mais vraiment, nous dire, on les laisse rouler librement, on les laisse se battre, quand c'est pas le cas, ça va forcément tirer une petite réaction de moi, hein. C'est ce qu'on appelle du rage bait, finalement. Et quand j'ai eu l'autre cuidance de rappeler qu'à de multiples occasions, les pilotes ont été bridés, on m'a doucement, avec la douceur d'un coup de perceuse à la glotte, dit que je chialais trop et que j'avais jamais regardé la Formule 1. Pause pour effet. Y a pas qu'une seule personne qui m'a dit ça, et je pense pas honnêtement que ces gens-là soient cons. Je pense que la compréhension écrite sur le coup, c'était pas leur fort, ou alors ils ont mal interprété, truc qui m'arrive très couramment, et j'ai commencé à apaiser mon âme vis-à-vis de ça. Donc je le dis ici, j'ai pas de problème avec les team orders, j'ai un problème avec quelqu'un qui me dit non, il y en a pas quand il y en a. Mais en vrai, je comprends complètement que McLaren interfère, parce que c'est surprenamment rare des exemples où on a vraiment, dans la Formule 1 moderne, on va dire à partir du moment où on a était capable de converser radio avec les pilotes. C'est extrêmement rare de trouver des exemples où on a laissé les pilotes se battre. Si bien que j'en ai qu'un seul concret, et il date de la fin des années 80. Alors je sais que la majorité d'entre vous avez sauté à l'évidence, mais oui, 88, McLaren en plus à l'époque. Si les libertés étaient vraiment plus larges qu'aujourd'hui, parce que à savoir, il y a eu très peu de gestion, hein. Il y a eu après le GP du Portugal où il y avait failli avoir collision, où il y a eu contact très léger, et où on avait essayé de calmer le jeu en interne. C'était plus de la médiation que du favoritisme. Mais sur la fin, Ron Dennis, il avait bien compris que ça marcherait plus. Il y a aussi le fait que Honda avait peut-être une petite préférence pour Ayrton et qu'il y a une légère interférence comme ça, mais ça découle pas de McLaren, ça dépend du fournisseur. Et si je suis honnête, la gestion 2014-2015 de Mercedes était assez proche de ce que fait actuellement McLaren, juste il y a moins d'excès de zèle. C'était plus efficient, c'était plus germanique. Il y avait Red Bull en 2010 qui au début était vraiment très open, mais a senti le shift à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ils avantageaient Seb de plus en plus parce que c'était un pari sur l'avenir, là où Webber, autant j'estime que c'est un très très bon pilote et que il a pas eu la carrière qu'il méritait en Formule 1. Il était sur la fin, quoi. En 2010, il lui restait 3 ou 4 saisons. Il y a un exemple, par contre, qui marche très bien d'une équipe qui a laissé ses pilotes se battre. C'est Williams en 86 et 87. Quand on parle de rivalité inter-équipe, le premier duo auquel on pense généralement, c'est Prost et Senna. Alors que, mine de rien, ils sont restés que 2 ans teammates. Hein. C'est surtout que la rivalité a explosé après seulement une année chez McLaren. Et ensuite, cette rivalité a continué, même quand Prost était chez Ferrari, même quand Prost était chez Williams. Mais il y en a une dont on parle beaucoup moins et que moi j'aime beaucoup, c'est la rivalité entre Piquet et Mansell, ou la fameuse victoire de l'intelligence sur la bêtise en 87. Faut avoir la ref. Hein. Après, il faut dire que Piquet, depuis quelques temps maintenant, on peut plus vraiment parler de lui sans bring up le point racelard. Et du coup, si tu ne taris pas d'éloges sur quelqu'un qui, dans sa vie privée, est un racelard, mais sportivement à 3 titres, les gens font une association qui manque de recul et de nuances. Mais Piquet et Mansell, c'est, de mon point de vue, sûrement la relation la plus toxique entre 2 équipiers. Genre, au sein d'une équipe, je crois réellement pas avoir vu pire. Il y avait peut-être Reutemann, qui lui était un putain de Calimero qui s'enfermait sur lui-même. Mais après, c'est pas tellement une rivalité inter-équipe, c'est une rivalité entre lui et le monde. Et il faut que j'étudie un peu plus ce dossier Carlos Reutemann, parce que genre, chaque fois que je lis des trucs sur lui, il y a des dingueries. Mais le champion du monde, c'était Prost sur McLaren. Bon, Frank Williams, dont la philosophie à l'époque, c'était je paye des pilotes pour faire la course, donc je vais pas les empêcher de le faire. De toute façon, on essaye de dire à Piquet de maintenir position, tu vas voir ce qui se passe. Essaye de dire à Mansell de maintenir position, tu vas voir ce qui se passe. Mais Frank, il devait pas être si mécontent que ça, parce qu'ils étaient champions constructeurs quand même cette saison. Ils l'ont été à 3 courses de la fin, ce qui est quand même une marge assez large pour l'époque. Un peu comme c'est une marge assez large de voir McLaren être champion à 10 courses de la fin, avec 2 pilotes qui se tabassent la gueule pour le titre et un 3e derrière qui émerge comme un lointain favori. Le parallèle s'écrit de lui-même. Bon, pour le coup, ça marche pas trop au final, mon parallèle, parce que Williams laissait les pilotes se battre, là où McLaren prétend laisser les pilotes se battre. Mais bon... fake it until he makes it, I guess. McLaren, ils sont vraiment pas emmerdés dans cette histoire, en vérité. Oui, bon, quelque part, la gestion est catastrophique, ils passent pour des clowns, et à chaque fois qu'ils disent un truc... Si tu regardes les discours de Stella et de Brown, tu te demandes s'ils travaillent pour la même équipe, hein, des fois. Mais qu'on laisse Lando
et Oscar se battre, qu'il y ait vraiment des répercussions comme après la poussette à Singapour en cas de désobéissance. D'ailleurs, la répercussion, c'est qu'Oscar choisit l'ordre en qualif, quoi, basiquement. Maintenant, genre, s'il veut partir après Lando, il peut. Parce que oui, il y a un avantage, effectivement, en qualification. Si t'es après ton équipier, tu bénéficies d'une meilleure évolution de la piste. Peut-être que tu peux prendre son aspi aussi. Mais bref, McLaren, ils peuvent s'en branler maintenant. Le championnat qui donne des thunes, il est déjà dans la poche. Et s'ils veulent absolument assurer le doublé, c'est pas avec ce mix de laisser faire et de corriger les injustices qui vont arriver à quoi que ce soit. Parce que c'est pas ce mix-là qui va stopper la méforme de baiser que Oscar a depuis l'Azerbaïdjan. Une méforme qui va pas être aidée, en tout cas au niveau du moral, avec ce qui s'est passé en sprint et la qualification qui était vraiment pas bonne pour lui. Est-ce que ça découlait d'une voiture pas aussi bien réglée justement et qui a pâti de l'accrochage, ou est-ce que ça découlait d'un manque de confiance dans la voiture? On sait que le train avant de la McLaren est capricieux, on sait que généralement c'est Norris qui galère le plus avec ça aussi, mais là je vous le demande, est-ce que McLaren, s'ils veulent assurer un doublé, ne devrait pas commencer à favoriser le pilote qui est en tête du championnat du monde? C'est controversé les team orders, hein, je suis d'accord avec vous, mais il y a une raison pour laquelle c'est plus interdit. On peut pas enforcer le ban sur les team orders, il y a toujours un moyen de coder les messages plus ou moins subtilement, genre dire que ton équipier est plus rapide que toi, ou dire oh, faudrait que tu préserves les pneus, frérot. On va target 39.4. Ah ouais, mais du coup, Jean-Luc, il target combien? Ah, lui, il target 37.5, t'inquiète. Et si en tant que spectateur, oh, que ça frustre, parce que on veut voir des batailles, on veut voir des mecs, des vrais, là, qui se collent des coups. On veut du fight, et de temps en temps, pourquoi pas, un petit crash un peu spicy. Mais c'est pas ça qui gagne des titres. La bataille est pas gagnée pour Max. Elle est pas non plus pour Lando, et elle est encore moins pour Oscar. Jusqu'à la fin de la saison, tous les points vont compter. Et je crois que j'ai dit il y a un ou deux Garage Talks de ça, mais Verstappen, c'est un clébard. Il lâchera rien. Et franchement, s'il continue avec cette forme-là et que Piastri continue avec sa méforme actuelle et que Lando continue à être aux abonnés absents quand il faut vraiment lancer ses énormes couilles, imagine on finit à Abu Dhabi avec un écart si bas que peu importe qui gagne entre les trois, c'est lui qui est champion. Non, mais ça arrive que dans les films, ça. Ça arrive que dans les films. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clipidaclip. Vous pouvez me suivre absolument partout, sauf dans la rue. Ça s'affiche plus à l'écran parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Voilà, les liens sont dans la description. C'est plus simple. Vous pouvez nous soutenir avec les codes Oli Energy, bien évidemment. Vous pouvez nous soutenir avec... Rejoignez-nous sur Twitch où on fait du vroom vroom, généralement le mardi, mercredi, vendredi, samedi. Horaire perturbé en week-end s'il y a Grand Prix, et sinon c'est 19h. Et puis voilà, le prochain Lecard est en cours d'écriture. Il est pas fini, il prend du retard. Je pense que je vais sortir un truc pour slotter entre les deux parce que j'ai vraiment pas envie de rusher un Lecard. Genre, je pense que c'est ce genre de vidéo-là qui doit pas sortir dans l'urgence. C'est mon format docu à moi, c'est mon bébé. Du coup, voilà, c'était Clipidaclip. Merci pour tout. Bisous.